Alors, le thème de la conférence de ce soir affiche une ambition, celle non pas d'être, mais de rester le leader mondial du tourisme. La nuance est importante. Pour la France, habituée à croire qu'elle est la première destination touristique du monde, oser raisonner en ces termes est presque une révolution culturelle. D'habitude, le terme leader est employé dans le domaine du sport et de la compétition. Il est par extension appliqué à la politique, l'industrie, l'art, la science, même l'éducation. Le leader est en tête et il mène la danse. Que signifie être leader en matière touristique? Est-ce recevoir sans cesse plus de touristes? En 2013, 84,7 millions de touristes étrangers sont venus en France. Notre pays ambitionne d'en recevoir 100 millions d'ici 2030. Lorsqu'on sait comment ces visiteurs sont comptabilisés, on doit rester très prudent sur de telles ambitions. Ou bien alors, il faut travailler à améliorer le mode de comptabilisation des touristes. Si les statistiques du tourisme nous apprennent que la France est le pays le plus visité au monde, ils ne nous disent pas comment faire pour maintenir notre rang. Les études et les rapports sur le tourisme, plus axés sur le fond et le qualitatif, semblent plus réalistes sur les difficultés du secteur à relever le défi du leadership mondial. C'est qu'il y a beaucoup à faire, tant on part de loin. Le tourisme a longtemps été méprisé en France. 3 dimensions peuvent être mobilisées pour l'expliquer. D'abord, la dimension culturelle. Les activités de service sont moins considérées que les activités industrielles. Ensuite, la dimension est politique. Pourquoi s'occuper de tourisme puisque tout va bien, les chiffres le prouvent? Pourquoi financer des investissements alors que les premiers bénéficiaires ne sont pas des électeurs? Et puis les touristes gênent et encombrent. Beaucoup d'hommes politiques et de citoyens ne comprennent pas l'importance du tourisme pour notre économie. Enfin, la dimension touristique. C'est un secteur moins organisé, trop hétérogène, ce qui ne facilite pas sa visibilité, sa représentativité et sa capacité à faire du lobbying. Depuis peu, le tourisme est devenu une priorité nationale. Pourquoi ce changement d'attitude? Par urgence, par nécessité et, espérons-le, par opportunité. L'urgence est que tous les pays souhaitent devenir une destination touristique majeure. Qu'ils soient industrialisés, regardez l'ambition des États-Unis, ou moins. Ces pays mettent les bouchées doubles pour formater et promouvoir leur offre touristique. Résultat, la France dévisse dans les classements internationaux. Elle est passée de la 3e à la 7e place dans le classement du World Economic Forum l'année dernière. La nécessité est économique. En France, le tourisme pèse 7,4% dans le PIB et contribue à soutenir les exportations. Avec le tourisme, il y a matière à création de richesses et d'emplois. L'opportunité est celle de répondre aux défis sociétaux du XXIe siècle. Le tourisme peut prétendre être un levier de développement pour les territoires et s'inscrire au cœur des mutations socio-économiques. Le Val d'Europe en est une parfaite illustration. Que le tourisme puisse s'inscrire dans les défis sociétaux du futur, j'y vois là un changement de posture. Ne plus seulement envisager le tourisme comme une activité exportatrice, l'envisager comme une industrie et comme un levier de développement et de valorisation durable des territoires. J'y vois aussi un changement de paradigme autour de la redéfinition de la notion de destination touristique et de son inscription dans les défis du futur. La destination touristique du futur sera basée sur la transition énergétique, sur l'innovation technologique, sur le renouvellement des expériences offertes aux touristes, sur le croisement des populations et usagers du territoire, sur la qualité des infrastructures et des infostructures. Elle devra offrir de nouveaux services, développer de manière endogène des technologies et servir de tremplin pour les emplois à forte productivité. La France est une grande destination touristique. Gageons qu'à l'avenir, forte de ces nouvelles ambitions, elle puisse devenir une puissance touristique. Merci. Super. Merci, madame, mais je ne sais plus ce que je suis venu faire ici. Et nous n'aurions même pas dû travailler l'Institut Montaigne et la Chambre de commerce parce que vous avez en quelques mots parfaitement résumé l'analyse que nous avons faite, au-delà même de ce que je pouvais imaginer. Peut-être un mot pour... alors, je ne sais pas si les uns ou les autres, vous savez ce que sont les chambres de commerce, et en particulier la Chambre de commerce et d'industrie de Paris-Île-de-France. Je rappelle que ce sont des établissements d'État anciens, puisque la première, celle de Marseille, remonte au XVIIe siècle, et que celle de Paris a été créée en 1803. Établissement public d'État géré par des chefs d'entreprise élus par leur pairs. Donc une structure très particulière et qui est une passerelle entre le monde du public et le monde du privé, passerelle que nous considérons aujourd'hui de plus en plus indispensable, même si les rigueurs financières gouvernementales s'abattent sur nous
avec beaucoup de violence, mais ça ne fait rien, nous sommes des chefs d'entreprise, donc nous faisons face. Nous avons investi dans le tourisme depuis très longtemps, sous une forme très particulière, puisque la Chambre de Paris a créé en 1904 le Comité des expositions de Paris pour créer et développer la Foire de Paris, et à partir de là, a continué à être extrêmement présente. La Chambre a investi dans le Palais des Congrès de Paris, 1974, et son extension à la fin des années 80, a investi dans la construction du parc de Paris-Nord-Villepinte, qui a commencé au début des années 70, qui est juste au sud de Charles de Gaulle, et s'est associé il y a presque 7 ans maintenant, avec un groupe privé Unibail-Rodamco sur une base de 50% chacun pour à la fois posséder partiellement et gérer en totalité la quasi-totalité des établissements de congrès et de salons, en faisant une entreprise qui s'appelle Viparis et qui est le leader mondial en matière de gestion de sites. Nous n'avons pas tellement de leaders mondiaux, c'est bon de le rappeler. Et en créant un organisateur de salons qui est le 4e mondial, donc complètement dans la compétition. Donc nous sommes des opérateurs ou des coopérateurs dans un des aspects du tourisme, ça n'est pas le seul, mais dans un des aspects du tourisme qui est ce tourisme de congrès et salons. Si le temps m'en est donné ou si cette question vous intéresse, on pourra développer ceci un peu plus complètement ensuite. Deuxièmement, parmi nos élus, nous avons un certain nombre d'acteurs du tourisme, en particulier pas mal de gens du monde hôtelier ou restauration. Et la Chambre de commerce, celle de Paris, devenue Paris-Île-de-France maintenant, a depuis sa création une vocation d'analyse économique et de recommandation au gouvernement quel qu'il soit sur les orientations à prendre. Ce qui fait que, comme le tourisme est absolument essentiel, et vous le rappeliez très très bien, madame, même s'il n'a jusqu'à un temps très récent pas été vraiment considéré, c'est un sujet que nous avons examiné avec beaucoup d'attention. L'Institut Montaigne est un think tank, pour employer les termes à la mode, ou laboratoire d'idées, issu plutôt du monde patronal, qui a été lancé il y a une quinzaine d'années par Bébéar, à l'époque président du groupe d'assurance AXA, et qui est un des leaders d'opinion très importants autour d'un certain nombre de grands thèmes de société. Et nous nous sommes retrouvés, c'est une première d'ailleurs, ce que je vous présente aujourd'hui, pour faire une étude conjointe, nous ne l'avions jamais fait jusqu'à présent, avec l'Institut Montaigne autour du thème du tourisme. Nous étions donné un objectif, c'est de remettre un rapport qui ne soit pas simplement un rapport d'étude, mais un rapport de recommandation, et qui aborde le sujet de manière originale. Les hasards du calendrier ont fait que le gouvernement a décidé à la fin de l'année 2013, après que nous ayons pris cette décision, de lancer des assises du tourisme, et les calendriers ont pu coïncider, si bien que ce que je vous présente aujourd'hui et ce que nous avons présenté à Laurent Fabius et à ses équipes à la veille de la conclusion des assises du tourisme. Donc nous avons été complètement en phase avec cet événement important. Vous l'avez dit, madame, le tourisme est quelque chose de tout à fait essentiel et on peut effectivement avancer. Donc, un secteur qui est très important dans le monde et qui est en croissance continue, 4% de croissance par an, 1 milliard de voyageurs en 2012, 2 milliards en 2030. 60, il y a 20 ans, 60 destinations principales, aujourd'hui 600 destinations principales. Et une évolution extrêmement rapide autour de populations que nous ne voyions pratiquement pas auparavant. Je parle bien entendu d'abord et avant tout du monde chinois, qui se promène énormément, qui visite beaucoup, mais aussi d'autres pays émergents. Et donc, nous voyons bien de plus en plus que l'attente des voyageurs, et en particulier des nouveaux voyageurs, est très différente de celle qui constituait la masse de nos touristes il y a relativement peu de temps. Et ceci nous a amené à nous dire qu'on ne pouvait plus continuer à accueillir des touristes de manière indifférenciée, et que si nous voulions avancer, il nous fallait changer complètement de point de vue. Donc toute cette étude a été assise sur une réflexion qui est, si la France était une entreprise, France Inc., comme on dit quelquefois, et qu'elle décide d'une politique de tourisme, que ferait-elle? Ce que le monde des entreprises fait toujours. Quelle réflexion marketing? Et qui dit marketing dit connaissance de ses clients et segmentation, qui dit réflexion des produits, qui dit recherche de marge, qui dit également meilleure connaissance des chiffres. Et vous avez raison, c'est un des points sur lesquels nous sommes aujourd'hui très défaillants.
quelque chose de très important pour la France. 9%, presque 10% du PIB de l'Île-de-France, pas loin de la même proportion au niveau national. C'est au niveau de l'Île-de-France, puisque c'est un des points sur lesquels nous sommes le plus attardés, 500 000 emplois, soit 9% de la population salariée. Au niveau national, c'est environ 7% de la population salariée. Le tourisme irrigue à la fois des activités proprement dédiées au tourisme, mais aussi, et peut-être même d'abord, un certain nombre d'activités qui ont d'autres usages. Les premières retombées du tourisme sont les transports, avec un grand tiers, et puis ensuite la restauration, à peu près avec la même dimension, et de manière un peu étonnante, l'hébergement ne représente que 12 ou 13%, je parle de mémoire, de l'ensemble de la valeur apportée par les touristes. 83 millions de visiteurs, nous sommes la première destination mondiale, cocorico, même si un certain nombre de ceux qu'on appelle les visiteurs ou les touristes sont en fait des traversants. Nous sommes un carrefour, nous sommes un pays de passage entre l'Europe du Nord qui va chercher en été le soleil et l'Europe du Sud qui vient à la même période lui offrir le soleil. Donc la destination péninsule ibérique ou botte italienne fait que l'on traverse, en particulier pour la péninsule ibérique, beaucoup la France. Et donc on a, estimation très grossière, mais on a grosso modo 11-12 millions de visiteurs sur les 83 millions qui aujourd'hui ne sont guère que des traversants, certains s'arrêtant le moins longtemps possible, certains ne dormant même pas et trimballant dans leur coffre, comme en particulier nos amis néerlandais, de quoi se sustenter pendant tout le voyage. Mais, même si on retire ceci, nous restons une destination importante. L'Île-de-France a une place de leader, 32 millions de visiteurs, et je vous disais 500 000 emplois et 70 000 entreprises liées au tourisme. Alors, pourquoi se poser la question? Après tout, effectivement, ça va bien, etc. Premier point d'alerte, la valeur ajoutée de nos visiteurs. Si nous sommes les premiers en termes de nombre de visiteurs recensés, nous sommes loin derrière d'autres pays, dont en particulier l'Espagne, sur la valeur laissée par les touristes et même la durée des séjours. Nous avons des gens qui viennent, ils dépensent pas énormément. Il reste peu de temps. Les séjours sont courts, et donc on ne tire pas toute la valeur qu'on pourrait tirer de cette activité. Les autorités publiques, au niveau national comme au niveau régional, ont pris conscience de l'importance du tourisme, mais c'est très récent. Et il faut saluer d'ailleurs à ce titre la volonté farouche exprimée par Laurent Fabius, le ministre des Affaires étrangères, personnellement, et pas simplement à travers sa précédente secrétaire d'État, Fleur Pellerin, et son nouveau secrétaire d'État, mais personnellement, il s'est beaucoup engagé dans cette voie en comprenant l'extrême importance qu'a le tourisme, non seulement sur le plan des revenus, sur le plan, j'allais dire simplement, et Dieu sait que c'est important, financier pour notre pays, mais aussi en termes d'influence et en termes de soutien à un certain nombre de choses qui font partie de notre valeur, de nos valeurs et de notre culture. Clairement, les gens qui viennent visiter la France, s'ils en repartent avec un bon sentiment, une bonne impression, seront peu ou prou des ambassadeurs de retour dans leur pays, de ce que nous sommes, de nos valeurs, et ceci est une aide à l'ensemble de notre développement économique dans un monde mondialisé, dans un monde complètement internationalisé. Deuxièmement, de plus en plus, aujourd'hui, la culture, qui s'est longtemps drapée dans sa dignité en disant le tourisme et la culture, ça n'est pas compatible, comprend qu'elle ne pourra pas survivre, que la nation ne pourra pas continuer à développer nos aspects culturels, à entretenir notre patrimoine, à enrichir nos collections, s'il n'y a pas un certain nombre de gens qui sont intéressés. Et d'ailleurs, de manière plus mondiale, par exemple, les très grandes expositions de peinture représentent un des éléments fondamentaux du tourisme, mais aussi un des éléments fondamentaux de transmission de la culture, par exemple de la culture picturale, et à travers elle, d'une culture plus élargie. Donc il y a une connexion que le monde de la culture a longtemps refusée,
à laquelle ils commencent à s'habituer. Et ceci est un point très important parce que d'autres pays dans la compétition qui se fait sont capables d'intégrer beaucoup plus directement la culture que nous n'avons été capables de le faire aujourd'hui. Sur des choses très simples. Un pass qui soit à la fois voyage et entrée dans les musées. Une chose très bête. Nous sommes à l'âge de pierre en la matière et simplement sur Paris intramuros. Et c'est à titre personnel un des combats que je suis en train de mener actuellement. Parce que j'oubliais de vous dire tout à l'heure que non seulement j'ai une responsabilité au sein de la Chambre de commerce comme vice-président et comme référent sur toute l'activité de congrès et salon, mais également au titre de la Chambre, j'ai le redoutable honneur d'être trésorier du comité régional du tourisme, qui est donc une association complètement financée par la région. Et donc à ce titre-là, c'est un des sujets que je suis en train de traiter actuellement. Donc un tourisme qui était très important, mais ignoré, voire méprisé, peu reconnu, et j'y reviendrai tout à l'heure, dans la population, des métiers considérés comme finalement pas très nobles, et vous avez complètement raison, la psychologie de notre pays où service et servage ont tendance à être confondus, erreur absolument majeure. Et erreur absolument majeure quand on voit ce qui se passe ou dans des pays à très forte tradition de service et d'accueil comme les pays asiatiques, ou bien comme les États-Unis, où être employé dans du service, c'est être d'égal à égal avec ses clients, mais en les respectant comme des clients et non pas dans un état de dépendance. Point absolument essentiel, nous n'évoluerons pas favorablement en matière de tourisme si, de manière nationale, nous ne considérons pas qu'être dans un métier de service, c'est faire des choses nobles et non pas être asservi. Point essentiel. Retenez, si vous n'aviez qu'une chose à retenir de ce que vous entendrez ce soir, s'il n'y avait qu'une chose, c'est celle-ci qu'il faut retenir. C'est noble. Être dans un métier de service, c'est noble et ça permet en plus d'avoir effectivement un emploi et une rémunération. Mais au-delà de ça, ça a un vrai sens. Ce que nous avons voulu, et ce que je vais vous présenter maintenant, après ces longs préambules, c'est pousser une analyse suffisamment fine sur les points forts et les points faibles. Non pas pour n'avoir qu'un diagnostic, il y a trop d'études, trop souvent qui ne sont que des diagnostics, mais pour pousser derrière ça des actions concrètes, à court terme, à long terme, de caractère national, de caractère plus limité. Dernier point qu'il faut noter, on a parlé tout à l'heure de la compétition internationale, clairement, c'est un enjeu considérable pour à peu près tous les pays. Vous avez rappelé 2012 la déclaration d'Obama, je veux être que les États-Unis soient la première destination des touristes étrangers, et ceci se déclinant d'ailleurs, non seulement c'est décliné, mais se traitant au niveau aussi au niveau des métropoles. C'est le maire de New York décidant il y a 10 ans de multiplier par 2 le nombre de touristes étrangers à New York, et il a réussi. Mais faire ce genre de choses, c'est une volonté politique qui nécessite une mobilisation des volontés, une organisation aussi bien des pouvoirs publics que des acteurs privés, et puis bien sûr des investissements à réaliser. Mais je dirais qu'avant même de mettre de l'argent, il faut d'abord savoir ce qu'on veut, savoir où on veut aller, savoir comment on veut le faire et structurer ce qu'il doit faire. Après, ça vaut la peine de mettre de l'argent. Avant, c'est très souvent de l'argent perdu. Donc, les États-Unis, l'Espagne évidemment, mais aussi des pays moins évidents comme l'Allemagne ou la Suisse qui ont pris des positions très fortes. Et l'exemple suisse est tout à fait intéressant, à la fois sur un marketing extrêmement poussé, appuyé sur des choses vraies mais pas forcément évidentes, mais aussi une volonté de développement de la professionnalisation, et ça n'est pas un hasard si l'on trouve des écoles suisses au plus haut des enseignements dans un certain nombre des métiers du touriste. C'est une volonté délibérée de la collectivité suisse qui a servi d'assise en quelque sorte à l'engagement marketing qu'a fait la Suisse, ou l'Allemagne qui ne paraissait pas une destination touristique évidente et qui a réussi remarquablement. Autre point dans ce panorama, ce sont des pays, mais ce sont aussi et de plus en plus des ensembles urbains. Et en particulier la métropolisation mondiale qui est en train de se faire à toute allure, qu'on commence à comprendre un peu en France,
est un facteur d'attraction considérable parce que les métropoles représentent un des aspects du tourisme, pas tout. Il y a du tourisme de nature, il y a du tourisme de montagne, il y a du tourisme de mer, mais une bonne partie du tourisme est un tourisme urbain qui comprend des éléments de culture et de patrimoine et de shopping, le tourisme de shopping étant de plus en plus important dans le monde. Et donc la métropolisation s'accompagne de volonté d'un certain nombre de territoires denses de développer leur position touristique. Enfin, le dernier point sur ce panorama, c'est bien entendu le développement de ce qu'on a appelé à un moment les nouvelles technologies de l'information et de la communication. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la numérisation, la digitalisation, et la façon fabuleuse et effrayante dont quelques acteurs, à ce stade exclusivement américains, je ne dis pas que ça restera comme ça, mais exclusivement américains, qui se sont emparés d'une partie de la chaîne de valeur du tourisme et l'ont bouleversée complètement et continuent à la bouleverser. Ce sont les positionnements et les rankings sur Google, ce sont les bookings et autre chose de ce genre, et qui ont pris la main sur les réservations hôtelières et maintenant sur les réservations de restauration. Le développement de ces technologies et du business qui va avec bouleverse complètement la donne, modifie les chaînes de valeur et vient impacter, bien entendu, de manière très significative les marges de ceux qui sont en bout de chaîne. Les marges hôtelières sont complètement bouleversées par ce qui leur est pris pour qu'ils soient référencés. Transformation fondamentale. Alors, comment nous sommes-nous organisés? Je ne veux pas être très long là-dessus. Groupe de travail de 13 personnes que j'ai coprésidé avec ma casquette chambre et de l'autre côté M. Petrovic qui est le directeur général d'Eurostar, et nous avons tenu une dizaine de réunions entre novembre 2013 et mai 2014 accompagnés par le cabinet A.T. Kearney, et nous avons procédé à une trentaine d'auditions de grands sachants ou de grands opérateurs dans le domaine publics et privés, et sous forme d'une collaboration très régulière sur l'échange d'informations, l'utilisation de données ou d'études antérieures, et sur la constitution ou la construction même de ce rapport, avec, je vous répète, une structuration que nous avons décidé d'entrée de jeu, qui est, nous voulons avoir une approche originale, il faut qu'elle porte une vision synthétique et une vision nouvelle. Nous sommes des représentants de l'entreprise, l'Institut Montaigne est un think tank issu de l'entreprise. Alors, apportons ce que nous savons. Comment l'entreprise aborderait-elle ça si elle était en charge de développer ce marché? Les constats. Les constats, vous en avez donné, madame, un certain nombre déjà, mais fondamentalement, je vais quand même regarder mes notes, parce que à force de travailler de mémoire, j'ai oublié des choses, sûrement. Oui, donc une industrie très déstructurée et finalement largement menacée. Une industrie très déstructurée, c'est-à-dire des acteurs de relativement petite dimension. Le service, on parle parfois d'industrie de service, c'est un terme qui n'est pas toujours compris, mais l'évolution de nos grands secteurs économiques avec une part tout à fait prédominante du service conduit à de véritables industries de service, c'est-à-dire des structurations, des process, des politiques communes, etc. Le tourisme n'a pratiquement pas évolué dans cette voie-là. Beaucoup d'artisans, beaucoup de talents, mais approche très artisanale. En termes d'hébergement, peu de grandes chaînes. On a une grande chaîne nationale, quelques chaînes de taille moyenne, et beaucoup d'hôtels ou d'hébergements qui sont des hébergements individuels, peu intégrés, et qui souffrent évidemment énormément, en particulier, je le disais tout à l'heure, de l'arrivée des acteurs du numérique, mais qui aussi ont beaucoup de mal à s'adapter aux évolutions de normes, et en particulier, nous sommes en France les champions des normes supposées défendre tout le monde, et qui se traduisent en réalité par l'effritement pour tout le monde. Donc, un hébergement assez fragmenté, des auteurs, des agents de voyage dont l'activité est remise en cause profondément s'ils ne se transforment pas.
l'évolution qu'ils ont eue il y a une quinzaine d'années avec les compagnies aériennes a été un coup d'arrêt qui a été donné à une part de leur activité porteuse de marge. Et aujourd'hui, où beaucoup de voyageurs ont tendance à se composer eux-mêmes leur voyage, sauf à ce qu'on leur offre quelque chose d'original, eh bien, ces métiers sont assez largement déstructurés. L'ensemble de la filière est très très peu structuré, peu adapté au marché de l'emploi. L'emploi, parlons-en, un emploi très souvent déqualifié, des formations très inégales. Quelques très bonnes formations, beaucoup de formations très insuffisantes, que ce soit dans la compréhension de ce qu'est le métier de service, que ce soit sur le plan linguistique, qui est devenu une obligation, que ce soit dans la capacité à évoluer. Vous rentrez dans un métier de service au départ sur un rôle opérationnel, et puis ensuite, vous pouvez espérer prendre des responsabilités plus larges, encadrer des équipes, etc. Mais encore faut-il avoir été formé à ça, formé à la gestion des équipes, à la gestion de la ressource humaine, à la gestion financière d'unités de business unit. Et ça, la formation globalement est très insuffisante, même s'il y a des points remarquables de formation. Une formation qui doit être complètement repensée. Gouvernance. Alors le terme de gouvernance est évidemment très à la mode actuellement, mais il correspond à des choses réelles. Pardon. Et la gouvernance, c'est comment partager. Or, ce métier est déstructuré, mais il est aussi éclaté. C'est-à-dire que vous avez l'industrie du logement ou de l'hébergement, puis vous avez la restauration, puis vous avez le secteur public qui est lui-même éclaté en entités locales où beaucoup d'argent public est d'ailleurs dépensé sans beaucoup de vision. Les marques territoriales sont extrêmement nombreuses. Chacun prétend afficher dans le monde entier la marque de son territoire, mais quand vous voyez que même une marque comme Île-de-France n'existe pas. La marque de Paris existe de manière considérable, elle est plus importante en tant que marque que la marque France, mais la marque Île-de-France, même pas à l'autre bout du monde, pas très loin de la France, on vous dit où est située cette île, et c'est même pas une caricature, hein, je l'ai entendu de manière tout à fait visible. Donc, il faut agréger, rassembler, avoir, je dirais, des points communs. Ça ne veut pas dire que chacun y perde sa liberté, mais il faut avoir des points communs. Le rôle de l'État est évidemment considérable, c'est pour ça que je saluais l'action de Laurent Fabius, mais au-delà de ça, il n'y a pas un pilotage, il n'y a pas un vrai pilotage de l'approche française du tourisme, il n'y a pas un vrai pilotage qui intègre les différents acteurs publics et privés, et ça, c'est pour nous quelque chose d'absolument crucial. S'il n'y a pas une mise en commun, un partage de valeurs, plus qu'un échange d'informations, une action coordonnée, alors chacun, public et privé, dépensera beaucoup d'argent en vain, et on sera sur un tapis roulant qui va continuer à nous entraîner vers le bas. La concurrence, je ne vais pas y revenir, j'en ai parlé tout à l'heure. En tout cas, notre conclusion en faisant cette analyse, c'est qu'une stratégie touristique efficace passe d'abord et avant tout par une stratégie marketing. Et ça, c'est très clairement notre premier point. Une segmentation indispensable de la clientèle. Alors, nous sommes amusés à essayer de faire une segmentation. Je ne sais pas si c'est la bonne segmentation, mais pour montrer en tout cas que cette analyse est possible. Je ne sais pas si vous pouvez lire convenablement, mais on a distingué entre les séjournants, les traversants dont je parlais tout à l'heure, et les excursionnistes. Les excursionnistes sont des gens qui sont dans des zones frontalières et qui vont venir sur le territoire français pour se faire une bonne bouffe de l'autre côté de la frontière ou pour aller voir telle ou telle chose. C'est anecdotique, mais pas tant que ça. Car ce sont beaucoup de gens à pouvoir d'achat élevé qui sont capables de faire des choses. Les traversants, aujourd'hui, ils ne laissent pratiquement rien sur le territoire. Si on réussit à définir une politique d'offre pour ces gens, non pas en les stigmatisant, en les ignorant, mais en leur montrant qu'ils peuvent perdre 24 heures ou 48 heures sur le séjour qu'ils vont faire pendant 15 jours en Espagne, mais que ça va leur
donner quelque chose d'autre, qu'on va leur proposer quelque chose d'autre. Au niveau des séjournants, nous avons fait des analyses, je ne vais pas rentrer dans le détail de ces différentes analyses, mais il y a les gens qui viennent en France en quelque sorte pour la France, parce que c'est un art de vivre, parce que c'est une réputation, parce que c'est une vision. Et ça, il faut renforcer ce point. C'est pour nous quelque chose d'essentiel, parce que c'est le moyen de faire partager nos valeurs profondes, notre héritage, et en même temps d'en tirer de la richesse économique, donc de créer des emplois, donc de permettre à notre pays de se développer. Mais ça veut dire qu'il faut faire cette analyse. Il y a des découvreurs, ceux qui viennent là, j'allais dire presque par hasard. C'est les gens du bout du monde qui, entre guillemets, vont faire l'Europe, et parce que la structure de leur voyage est faite comme ça, ils vont passer 24 heures ou 48 heures en France, alors qu'ils pourraient peut-être passer 3 ou 4 jours si on était capable d'offrir quelque chose. Donc, premièrement, l'analyse des segments, la segmentation de clientèle, qui est un élément de base dans toute politique commerciale, et à travers cette segmentation de clientèle, une meilleure compréhension de leurs attentes, et, deuxième volet, bien entendu, l'offre. Mais on va s'arrêter un instant sur le parcours du touriste. Parce que ça nous est apparu comme essentiel de comprendre ce qu'est le parcours du touriste pour voir quels sont les points qui sont les points les plus importants et quels sont les points qui peuvent être très importants pour le touriste alors qu'on n'y prend pas toujours garde. N'oubliez jamais que quand vous voulez faire une marche à pied, si vous avez un petit caillou dans la chaussure, c'est rien du tout quand vous êtes au repos. Quand vous êtes à votre 5e kilomètre, c'est insupportable. Et donc, la compréhension générale du parcours d'un touriste est important, mais l'identification des petits cailloux dans la chaussure, l'identification des difficultés rencontrées est un élément fondamental parce que ça fait partie de la satisfaction globale et donc de l'image que l'on aura après son retour de l'ensemble du séjour. Donc, on a identifié le choix de la destination. Ça a l'air bête, mais c'est pas si évident que ça. Je ne sais pas combien d'entre vous vous êtes dit oh, j'ai envie de voyager, où est-ce que je vais aller, pourquoi est-ce que je vais aller là? Et ça peut aller du hasard. Il y a une offre d'un voyagiste particulièrement intéressante si je me décide dans 24 heures, mais il y a aussi j'ai envie de découvrir une civilisation, ou bien j'ai des amis qui en viennent, qui m'ont dit que c'était très bien. Point très important, la prescription par les autres, d'où l'extrême importance de la satisfaction in fine. La réservation. Et la réservation, aujourd'hui, elle est très déterminée, je vous le disais tout à l'heure, par les nouveaux agents issus du numérique qui vont jouer un rôle tout à fait essentiel. La réservation, comment est-ce qu'on va la faire? Merci. La réservation, comment est-ce qu'on va la faire? Où est-ce qu'elle va nous amener? Donc, il y a derrière ça, entre le choix de la destination et la réservation, il y a les sites pays, sites de destination à l'intérieur d'un pays, et les branchements sur les éléments de réservation qu'il faudra faire à l'avance. Hôtellerie, voiture, ou éléments de voyage sur le territoire, et bien entendu, transport pour accéder à la destination France ou à toute autre destination. Le transport, l'arrivée, donc toute la notion d'accueil, dans les aéroports, dans les gares, ou bien, parce que ça fait partie des éléments importants, les abords de ville, pour ceux qui, d'une manière ou d'une autre, vont être amenés, même si ça n'est qu'en fin de parcours, à avoir un parcours routier. Même si vous êtes très très bien accueilli à l'aéroport, si de Charles de Gaulle à votre hôtel, vous avez 2h30 et que vous traversez des banlieues plus ou moins agréables à regarder, ben, l'impression ne sera pas forcément aussi bonne que si vous arrivez dans un centre-ville après avoir emprunté un métro qui soit de très bonne qualité. Donc, et c'est bien une chaîne qui fait la qualité. La qualité de l'hébergement, ça comprend tous les éléments, je ne vais pas m'étendre parce que ça, vous le vivez tous les jours, mais ça comprend bien sûr la qualité des chambres, mais ça comprend par exemple le Wi-Fi et le Wi-Fi gratuit, que nous ne donnons pas en France, ou pratiquement pas aujourd'hui dans les hôtels. Je fais personnellement, il y a quelques mois, mon grand voyage annuel au Sri Lanka, et dans chaque hôtel du Sri Lanka, on me donnait les codes du Wi-Fi, et quand au premier ou deuxième hôtel, j'ai posé la question, est-ce gratuit? On m'a regardé comme si je descendais de la Lune, parce que ça allait de soi. Il n'était même pas question qu'il en fût autrement.
Donc ces éléments-là sont importants. Dans l'activité de congrès et salon, qui est quand même très très importante, j'en parle avec beaucoup de chaleur, c'est évident, mais je rappelle quand même que les visiteurs professionnels représentent 40% des nuitées sur Paris intramuros et sur la métropole, et que les retombées des congrès et salons, c'est 5,5 milliards d'euros sur la seule Île-de-France chaque année, c'est-à-dire plus que ce que nous attendions des Jeux Olympiques de 2012 s'ils avaient eu lieu à Paris et pas à Londres. Donc ce sont des éléments qui sont très importants. Les gens arrivent dans des hôtels, dans un certain nombre de pays, vous participez à un congrès, il y a un mot pour le congressiste, etc. En France, c'est extrêmement rare. De même que dans le taxi, vous débarquez à Vienne pour aller à un congrès, le taxi a à l'intérieur une petite plaque en disant « Bienvenue aux congressistes » ou bien... ce sont des anecdotes, mais elles éclairent les choses. Nous avons gagné, il y a quelques années, la venue pour la première fois du Congrès européen de cardiologie à Paris. Il n'était jamais venu à Paris. Il représente 35 000 visiteurs, ce qui est gigantesque. Et quand nous l'avons gagné, je suis allé à Munich, où il se tenait 2 ans auparavant, pour voir comment ça se passait. Dîner dans un des bons restaurants du centre de Munich, un maître d'hôtel qui nous prie de l'excuser, puisque j'étais avec le directeur général de Viparis, qui nous prie de l'excuser du fait que la carte était très courte ce soir-là. On regarde avec un peu de surprise, il nous dit « Oui, vous ne le savez sans doute pas, mais nous avons un très grand congrès et nous avions peur de ne pas pouvoir satisfaire nos clients si nous avions notre carte ordinaire. Nous avons préféré réduire notre carte pour pouvoir satisfaire les congressistes. » Ce sont des éléments qui sont essentiels. Le tourisme, c'est fait, enfin vous le sentez à travers mes propos, à la fois de vision, mais c'est fait aussi de prise de conscience, d'engagement et souvent de choses petites ou moyennes. C'est le sourire, c'est la démarche qu'on aura fait là-dedans. C'est un état d'esprit qu'il faut entrer et vous toutes et vous tous qui êtes étudiants, c'est un élément fondamental. C'est un état d'esprit. Si vous rentrez dans des métiers du tourisme, il faut absolument que vous disiez que vous jouez un rôle important, que vous êtes, quelle que soit votre position et votre activité, une ambassadrice ou un ambassadeur d'un pays et que vous avez envie de l'être et que vous êtes heureux de l'être. Hébergement, les activités sur place, évidemment c'est essentiel. Qu'est-ce qu'on peut offrir comme activité? À la fois structurer une offre de façon à ce que les gens puissent s'y retrouver et en même temps faciliter une adaptation, puisque nous sommes dans un monde de zapping. Si les gens veulent changer, il faut absolument qu'ils puissent le faire. Le départ, mais aussi le suivi. Est-ce que vous avez été satisfait? Qu'est-ce que vous avez comme recommandation à faire? Etc. Et être capable, quelque part, de relancer. Parce que, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais je le redis, quelqu'un qui rentrera dans son pays satisfait, heureux, ayant été considéré, non seulement sera tenté de revenir, et c'est un point très important, et nous avons de quoi recevoir des gens de manière répétée, sera tenté d'influencer autour de lui, ses amis, sa famille, etc., mais en plus sera porteur d'une image de la France, ce dont nous avons terriblement besoin, à un moment où, pour employer l'expression à la mode, le France bashing est complètement répandu. Eh bien, des touristes qui sont satisfaits, qui voient que ça fonctionne en France, que les gens ont l'air plutôt heureux, les accueillent très bien, sont des gens qui vont porter une autre image de notre pays. Alors, nos propositions. Je suis encore dans les temps. Ah, plus beaucoup, hein. Bon, on va essayer de faire très vite. Mais vous aurez, je pense, à votre disposition les présentations. Comment ? Et le rapport, d'accord. Bon. Donc, premier point, connaître les cibles et l'offre du site France, construire une stratégie autour d'un plan marketing par grand segment de clientèle étrangère. Et ça veut dire une vision commune, une vision partagée, un véritable projet collectif, dans lequel l'État est obligatoirement, je dis à peu près obligatoirement, la structure, mais il ne peut être que la structure autour de laquelle s'agrègent les réflexions. Si c'est un plan qui est fait à la française, c'est-à-dire décidé, que ce soit depuis Bercy, depuis le Quai d'Orsay ou depuis n'importe quel autre bastion énarchique, nous ne nous en sortirons pas. Il faut que ce soit un plan décidé, vécu ensemble par les représentants de toutes les parties prenantes. Et au niveau public, l'État bien entendu, mais également toutes les collectivités locales pour lesquelles c'est quelque chose de très important. Promouvoir le territoire
et innover en matière de numérique. Promouvoir le territoire, c'est en particulier une politique de marque complètement repensée. Il y a quelques marques qui s'imposent. C'est Paris, c'est French Riviera, c'est Mont-Blanc, c'est Loire-Vallée, c'est Bordeaux, parce que c'est évidemment emblématique. Ça peut être aussi des points beaucoup plus précis. Les Alpes, c'est une chose, mais Courchevel, pour un type de clientèle, c'est une marque absolument fantastique. Donc, travailler la politique de marque, c'est un acte professionnel et qui commence à être fait, mais il faut éviter d'essayer de développer en permanence des petites marques, aussi importantes et sympathiques qu'elles soient. Il faut à ce moment-là plutôt intégrer des offres sur des territoires moins connus dans des offres plus générales. C'est la seule solution pour véritablement permettre à ces territoires de vivre et se développer, et ils en ont complètement le droit, mais en même temps, ça ne sert à rien de gaspiller des dizaines de millions sur tout le territoire français pour promouvoir n'importe où à l'étranger des territoires qui n'existeront jamais à une échelle mondiale. Et ce n'est pas du mépris à l'égard de ces territoires qui sont importants, c'est, pardonnez-moi, du simple réalisme. Favoriser l'émergence d'un nouvel acteur digital, extrêmement compliqué, mais c'est essentiel que l'on travaille sur ça, parce que si on ne redéfinit pas les rapports, si on ne crée pas une concurrence par rapport à ceux qui existent aujourd'hui, ou si on ne définit pas avec eux une approche d'une autre nature, et ça veut dire forcément une confrontation, la valeur dans la chaîne de valeur sera absorbée de plus en plus profondément par les acteurs qui sont établis, qui se sont développés très rapidement. Quand vous voyez la valorisation de cette entreprise de voitures avec chauffeur qui lutte contre les taxis et qui est valorisée aujourd'hui à 30 milliards de dollars alors qu'elle n'existait pas il y a 5 ans, faut qu'on se pose des questions sur l'évolution de notre monde, mais en tout cas, il faut qu'on le prenne en compte. Développer, moderniser les infrastructures. On a de bonnes infrastructures, elles ne sont pas suffisantes. Incontestablement, Paris, la métropole de Paris, ou l'Île-de-France, mais Paris est un hub fantastique, même pour accéder à beaucoup d'autres régions françaises. Il faut l'admettre, il faut l'accepter. On ne pourra pas multiplier les hubs régionaux, donc il faut avoir quelques points d'entrée très identifiés et qui soient complètement renforcés et dédiés à l'accueil des touristes pour l'ensemble du territoire. Gros intérêt d'ailleurs, ceci est un moyen d'augmenter l'intérêt pour un séjour plus long, parce que ça permet de faire d'une pierre deux coups dans un certain nombre de cas. Augmenter la capacité hôtelière et la réformer complètement, ce sont deux choses qui sont essentielles. Augmenter la capacité hôtelière, on va distinguer entre la région Île-de-France, donc Paris Region ou le Grand Paris, où incontestablement, en dépit du fait que nous avons la première capacité hôtelière mondiale, elle n'est pas suffisante en termes de nombre de chambres. Nous avons des taux sur Paris Intramuros, des taux de remplissage de presque 90%, ce qui veut dire qu'une partie de l'année, les hôtels refusent du monde. Et donc c'est un handicap en particulier quand nous avons des grands événements. Et si on veut développer, c'est un des axes du tourisme évidemment très important, si on veut développer les grands événements, c'est l'Eurofoot de 2016, c'est la Riders Cup de 2018, c'est l'un des deux projets, parce que je ne pense pas personnellement qu'on puisse faire les deux, Jeux Olympiques de 2024 ou Exposition universelle de 2025. J'ai une opinion personnelle, on ne peut pas faire les deux, et je pense que l'exposition universelle est beaucoup plus intéressante. Mais que ce soit l'un ou que ce soit l'autre, il faut renforcer clairement la capacité hôtelière, et il faut faire évoluer également en termes qualitatifs cette capacité hôtelière, rénover les chambres, développer des modèles nouveaux, et ce avec une offre très continue. On a fait un très gros effort, et c'est remarquable, en matière de développement de palaces, mais on doit avoir aussi bien un développement de 2 étoiles ou 3 étoiles, accessible et suffisamment moderne. Ensuite, point majeur, je l'ai dit, j'y reviens, former les acteurs du tourisme de demain. Essentiel. Ça ne sert à rien de mettre en place une stratégie marketing si nous ne trouvons pas la ressource humaine dont ont besoin les différents métiers du tourisme. Et pour ça, c'est repenser complètement les formations,
être drastique dans l'élimination d'un certain nombre d'acteurs, en particulier privés, dont la formation est très insuffisante, je devrais dire indigne dans un certain nombre de cas, et pas forcément bon marché d'ailleurs. Et l'un des dangers que nous avons actuellement en revalorisant le tourisme, c'est de faire croire à des étudiants et à leurs parents qu'en allant dans un certain nombre d'enseignements, souvent des enseignements privés d'ailleurs, mais pas que, ils vont acquérir la compétence, ils ne l'ont pas. Donc il faut repenser complètement le contenu des formations, il faut être beaucoup plus exigeant sur ce contenu, il faut développer une orientation d'excellence. Ça n'est pas facile, ça bouscule beaucoup d'habitudes. Mon propos, comme vous le comprenez, n'est pas forcément bien reçu partout, mais on n'est pas là pour être complaisant, on est là pour faire changer les choses en profondeur. Il y a d'autres éléments qu'il faut prendre en considération. Bien sûr, cette formation doit s'accompagner d'un meilleur éclairage sur ces métiers du tourisme. Je suis en train de regarder actuellement avec des producteurs de télévision si on peut faire l'équivalent sur d'autres métiers du tourisme du Top Chef, par exemple, de façon à valoriser ces métiers du tourisme dans d'autres choses. Possible, pas possible, j'en sais rien. Mais voilà des pistes de réflexion. Il faut en tout cas que l'opinion publique change radicalement à l'égard de ces métiers du tourisme, ce qui sera le meilleur moyen pour le valoriser auprès de ceux qui envisagent de s'y engager, et donc pour attirer des gens de bonne qualité, comme vous êtes bien évidemment toutes et tous dans cette salle. Il faut faire un peu de lèche quand même. Autre point sur lequel nous attirons l'attention beaucoup, c'est celui du logement. Ça peut vous paraître paradoxal, mais si on prend en particulier la région parisienne, il y a deux points majeurs. La région parisienne est le cœur, c'est-à-dire la métropole de Paris, plus particulièrement Paris intramuros, et de l'autre côté, les places saisonnières. Sur le cœur de Paris, le niveau actuel de loyer et bien sûr la rareté du logement social fait qu'il est extrêmement difficile pour des acteurs indispensables que vont être ceux qui sont dans les restaurants, dans les hôtels, à se loger convenablement à proximité. Et quand vous travaillez le soir, que vous sortez à 11h ou à minuit de votre activité, c'est extraordinairement difficile d'aller à 20 ou 25 km de Paris dans des transports publics. Donc il y a un vrai problème. Nous l'avons posé très clairement au niveau de la région et au niveau de la ville de Paris. Il faut se souvenir quand même que les palaces parisiens, londoniens, etc., avaient, au début du XXe siècle, des chambres de service qui étaient utilisées pour leur personnel ou le personnel de leurs clients, mais qui permettaient d'avoir un logement à domicile. Aujourd'hui, ça n'est plus concevable. Elles ont été transformées en mini-suites et sont louées quelques centaines d'euros quand ce ne sont pas quelques milliers d'euros. Donc, il y a un vrai problème de logement. Et sur le saisonnier, c'est extraordinairement difficile au moment où une ville de 3-4 000 habitants va devenir une ville de 50 000 habitants, de loger en plus les gens qui sont là. Donc on a un problème qui est un problème majeur. Je ne sais pas comment le résoudre, mais en tout cas nous considérons qu'il doit être considéré comme prioritaire, qu'il faut le prendre. Développer la culture de service, je vous l'ai dit. Créer une brigade spécialisée au sein de la préfecture de police sont les problèmes de sécurité. Je ne m'étendrai pas dessus parce que vous l'avez tous vu, c'est un petit peu en cours de correction, c'est un sujet majeur. Mais ça a été le problème des Chinois agressés dans leurs autocars. Mais hier matin, un des responsables du Palais des Congrès, puisque mon bureau principal est au Palais des Congrès de la Porte-Maillot, m'expliquait qu'il venait de faire chasser 30 Roms qui s'étaient installés, pas simplement en été comme ils avaient l'habitude de le faire, mais également en hiver aux abords du palais. Et comme Manuel Valls venait au palais aujourd'hui, la police avait quand même consenti à les chasser. Mais on a des problèmes de sécurité. Il ne s'agit pas de stigmatiser tel ou tel, il s'agit de considérer que ceux qui viennent dans Paris ont le droit de pouvoir se déplacer, que ce soit à pied, que ce soit dans les transports publics, en pleine sécurité. Revoir la politique de visa, je ne m'étendrai pas là-dessus. Mais c'est évidemment un point essentiel qui commence à être pris en compte. Et là encore, le rôle de Laurent Fabius a été très important. Favoriser le tourisme de shopping. Et là, on voit bien qu'il y a des avancées qui sont en train de se faire. Mais ouverture des commerces de dimanche, dans les zones touristiques étendues, dans les gares, ainsi que le travail du soir, qui sont des éléments absolument fondamentaux. Parce que
Parce que c'est vrai que Londres attire beaucoup plus, et Londres attire beaucoup plus sur cette réputation, même si les gens font pas toujours leurs achats. Mais ceux qui sont un dimanche à Paris ne peuvent pas faire que les musées. Modifier la gouvernance, je ne vais pas m'y étendre puisque je vous l'ai dit tout à l'heure, sur la gouvernance à travers l'État, et nous pensons qu'Atout France, qui existe et qui est un organisme d'État, doit être structuré pour être véritablement la clé de voûte ou l'architecte, mais pas le concepteur unique. La clé de voûte, l'architecte, la structure autour de laquelle s'agrège non seulement une réflexion collective, mais une décision collective. Et enfin, repenser la multitude, parce que là, comme dans les autres domaines, nous avons le fameux millefeuille français, et nous avons les comités régionaux du tourisme, les offices départementaux du tourisme, les offices ici ou là, la promotion des territoires, etc. Et il est indispensable, à la fois pour des raisons d'économie et des raisons d'efficacité et des raisons de lisibilité, de simplifier les choses. Voilà, là, cette étude a fait l'objet d'une diffusion assez largement faite et manifestement été prise en compte, y compris d'ailleurs par Fabius dans ses conclusions aux assises du tourisme, et depuis lors dans un certain nombre de mouvements comme sur l'ouverture du dimanche. Et je dirais que pour des gens qui ont voulu orienter des actions, le fait de voir que certaines d'entre elles sont déjà engagées est quelque chose de satisfaisant. C'est une vraie récompense, comme celle de parler devant vous ce soir également. Voilà ce que je pouvais vous dire. Merci beaucoup de votre attention, et maintenant c'est à moi de vous écouter et de vous écouter poser des questions. Merci. Comme Bernard Saint-Jérôme m'a mis la pression tout à l'heure, je dois y aller. J'ai quelques questions, Président. Je me posais la question de savoir si finalement dans la stratégie marketing, on peut avoir soit une stratégie attrape-tout où finalement on cherche à attirer des clientèles d'origine différente, d'origine géographique différente, ou est-ce que finalement il faudrait mettre je dirais l'accent sur certaines destinations ou certains pays sur lesquels on est relativement faible et sur lesquels on a des marges de progression importantes. C'est toujours pareil. En marketing, si vous voulez être attrape-tout, vous avez la réponse est dans la question. Non, on ne peut pas être attrape-tout. Mais en sens inverse, nous avons une telle masse et une telle place que nous ne pouvons pas faire une stratégie trop ciblée, trop restrictive et trop élitiste, parce que pour le coup, bien sûr, on augmenterait significativement la marge moyenne par touriste, mais on risquerait de passer complètement à côté d'une évolution extrêmement rapide. Donc il faut partir du stock actuel, c'est-à-dire du flux actuel de touristes, et projeter son évolution. Donc quels sont les pays qui vont émerger, quels sont leurs besoins et comment s'y utilisent. Ça va dépendre en particulier de leur proximité. Le touriste européen frontalier n'a pas du tout la même approche que le touriste lointain. Et dans les touristes lointains, il y a les pays dans lesquels il y a déjà une tradition, sur lesquels il y a beaucoup de choses à faire. Mais quand vous regardez les États-Unis, vous avez quand même un certain nombre d'Américains qui reviennent plusieurs fois dans leur vie, voire davantage en Europe et en particulier en France, et qui ont entraîné leur famille. On en est à la 3e, 4e ou 5e génération. En revanche, au niveau des Chinois ou des Brésiliens, ça n'est pas tout à fait la même chose. Donc c'est moins une stratégie éliminatrice qu'une stratégie adaptée en choisissant effectivement ce qu'il en est. De même, si vous voulez, qu'il y a en matière de tourisme quelque chose qui est exceptionnel. Et dans mes vies antérieures, j'ai été un moment, même très longtemps, dans le domaine bancaire. J'étais pendant un long moment responsable de tous les grands financements, et en particulier, j'avais fait de la banque dans laquelle j'étais le leader mondial en matière de financement du tourisme. Quand j'ai vu se développer les low cost, je n'y ai pas cru. Comme quoi, heureusement que j'étais plus dans le business à l'époque, parce que je me serais trempé lourdement. Je n'y ai pas cru. Et pourtant, le low cost s'est développé à partir justement du low cost. Ce qu'il faut voir, c'est qu'on a aujourd'hui une évolution assez considérable des modes de consommation. Il faut repartir de là.
quelles habitudes de consommation et comment faire pour amener les gens à dépenser davantage avec une grande satisfaction. Vous avez des gens qui ont relativement peu de pouvoir d'achat, pour lesquels ça va être le voyage de leur vie, mais si on est capable de les attirer, ils ne viendront pas forcément au rabais, ils sont capables, je dirais, de s'offrir un très bon repas, parce qu'il sera celui de la fin de leur vie, parce que c'est leur voyage de noces, etc. Donc, il n'y a pas de petite clientèle, il n'y a pas de mauvaise clientèle, il faut beaucoup plus les comprendre et adapter l'offre qu'on peut leur faire. Et ça, pour moi, c'est une réponse qui est une réponse large. Mais ça ne veut pas dire qu'on offre tout de manière indifférenciée à tout le monde. Un des points que je n'ai pas mentionné, mais qui nous a beaucoup frappé, c'est qu'aujourd'hui, de manière paradoxale, on n'a pratiquement aucun tour opérateur français qui offre des produits intéressants en France. On a quelques très beaux tour opérateurs, je ne les mentionnerai pas ici, mais vous les connaissez beaucoup, qui, sur à peu près le monde entier, offrent des prestations qui sont absolument exceptionnelles. Vous n'avez rien en France. Quelques tour opérateurs non français, mais vous n'avez pas de tour opérateurs français qui construisent une véritable offre. Or, de plus en plus, ou bien on va avoir le voyage démantibulé et construit par le visiteur lui-même, ou bien on a des gens qui, parce qu'ils sont séduits, vont prendre une offre complète. Vous aurez ça sur les événements. C'est Euro 2016, comment faire pour que les gens ne soient pas simplement dans les stades, mais ailleurs. Mais un exemple tout à fait frappant, le tour opérateur qui a bâti la visite à Paris autour du Da Vinci Code. Succès phénoménal, en les emmenant d'ailleurs dans des lieux où il ne s'était rien passé de ce qui était dit dans le roman. Mais la visite du Louvre et la visite de Saint-Sulpice ont été extraordinaires. Bon, alors c'est une anecdote, mais c'est plus qu'une anecdote. C'est une réflexion sur comment construire quelque chose qui réponde aux attentes des gens. C'est la visite des impressionnistes, mais à ce moment-là, il faut avoir quelque chose d'organisé, en particulier pour les Japonais. Donc, vous avez une politique de produit par rapport au segment de clientèle. Mais on peut pas, si on ne peut pas être attrape-tout au sens général et générique du terme, il faut qu'on ait une gamme extrêmement large. Conviction personnelle, hein. Juste une petite question d'accompagnement, puis simplement vous avez fait apparaître également une segmentation très fine qui m'a intrigué, les amoureux de la région de la nature, les multidécouvreurs, j'aimerais bien savoir de quoi il s'agit. Et je me suis dit... Lisez le rapport. Est-ce que vous aviez poursuivi justement cette analyse pour... je dirais, dégager des produits ou des programmes qui répondraient à ces segments de clientèle? Merci. Non, parce que ça n'était pas, pour nous en tout cas, la vocation de notre rapport. Notre rapport avait pour but de mettre en exergue qu'une segmentation était indispensable, qu'elle pouvait être faite, qu'elle pouvait être originale. Après ça, je dirais c'est une vision collective qui nous permettra de travailler là-dessus. Peut-être reprendra-t-on le flambeau pour aller plus loin, mais à ce stade, en tout cas, c'était déjà créer une approche. Je peux vous dire, maintenant c'est devenu complètement accepté et presque banal, et on se demande même pourquoi on a écrit des choses comme ça. Il y a un an, quand on a commencé à dire il faut segmenter les touristes, vous voulez dire quoi? Un certain nombre de gens, dans la sphère publique plutôt, qui nous ont regardés avec stupéfaction. Mais ce qui est très intéressant, c'est que tout d'un coup, ça a basculé. Aujourd'hui, la question ne se pose même plus. Alors après, on va débattre de ce que c'est que le multidécouvreur et est-ce que c'est le bon segment. Mais à ce stade, je m'en moque. Y a-t-il d'autres questions? Oui. Bonjour. Moi, j'aimerais savoir pour quelles raisons vous préférez voir l'exposition universelle plutôt que les JO en France. Vous avez mis tout à l'heure, j'aimerais savoir. J'aime beaucoup le sport, donc ne vous inquiétez pas là-dessus, mais simplement parce que, d'abord en termes de développement, installer les JO, ce sont des investissements qui sont extrêmement lourds, dont une partie ne sera sans doute pas rentabilisable. Donc c'est un effort important, avec des retombées dont on n'est pas complètement certain. Ça, c'est le côté, je dirais, négatif. Même si avoir les JO
c'est prestigieux, et même si la France n'a pas eu les JO depuis, je ne sais plus combien de temps, mais en tout cas très longtemps. A contrario, l'exposition universelle dure plus longtemps, donc est porteuse quand même de plus de visiteurs, hein, c'est 6 mois une exposition universelle, et surtout, elle est de mon point de vue un meilleur support pour porter l'image et les valeurs de la France. Et le projet tel qu'il a été développé par Jean-Christophe Fromentin est un projet extrêmement intéressant. Il est complètement novateur par rapport aux expositions universelles habituelles, puisque l'idée c'est d'utiliser autour d'un certain nombre de thèmes beaucoup de l'existant actuel, c'est-à-dire en particulier tous les monuments qui ont été construits à l'occasion des précédentes expositions universelles. Je vous rappelle que la Tour Eiffel, le Grand Palais, le Petit Palais, Chaillot ont été construits pour des expositions universelles. Donc c'est utiliser ça, ce qui permet d'éviter des investissements lourds, et deuxièmement s'appuyer sur le réseau qui sera pas complètement achevé, mais très largement avancé, du métro express du Grand Paris, et donc de développer ça autour des gares. Et c'est un rassemblement des nations autour de leurs valeurs, de leurs innovations, etc. Donc je trouve que le projet est plus porteur que des Jeux Olympiques qui ne sont pas banalisés, mais quand même un peu. Voilà, mais opinion personnelle, et dont j'admets parfaitement que le contraire puisse être défendu. Et vous-même, qu'est-ce que vous choisiriez alors ? Non, mais... Non, mais votre avis, je suis d'accord avec vous. Après, pour les infrastructures, c'est vrai qu'on a du mal à pouvoir en plus les pérenniser, qu'elles soient viables ensuite, par la suite. Mais c'est vrai qu'après, si ça dure plus longtemps, si ça dure 6 mois, c'est peut-être plus intéressant. Après, je pense que les JO, ça reste quand même une forte image dans le monde. Justement, on en parle beaucoup. C'est vrai. Et que Vladimir Poutine s'est arraché pour avoir les JO d'hiver. Donc, c'est encore une importante image, je pense, les JO. C'est vrai, mais alors, ce ne serait pas le cas en France. Mais votre exemple est un très bon exemple. Il rappelle quand même qu'à plusieurs reprises dans l'histoire, des Jeux Olympiques ont été utilisés à des fins complètement politiques. Il faut se rappeler quand même les Jeux Olympiques de 1936 à Berlin, dont le souvenir est quand même pour le moins discutable. Heureusement, on est largement sorti de ça, mais Poutine a quand même ramené un peu cette vision extrêmement politique, nationalo-politique, qui, moi, me gêne toujours un petit peu. Mais ceci dit, si j'avais la conviction que nous ayons les moyens de faire les deux, je ne cracherai certainement pas sur les Jeux Olympiques. Je ne crois pas qu'on puisse le faire. Et vous avez vu le débat d'ailleurs entre un président de la République disant oui à l'exposition universelle, et ce serait bien si on pouvait avoir aussi les Jeux Olympiques, et la maire de Paris qui dit faut pas rigoler les enfants, je ne peux pas sur Paris, raison financière, mais aussi raison de fonctionnement de la cité, avoir 2 années consécutives les Jeux Olympiques puis l'exposition universelle. Donc on sera certainement amené à faire un choix. Oui. Oui. Merci bien. Oui, bonsoir. Je ne sais pas si vous m'entendez parce que... Oui, voilà. oui, allez-y. Alors, moi, je voulais intervenir sur 2 points. En parlant des Jeux, donc monsieur a évoqué les Jeux olympiques. Pour ce qui concerne les Jeux olympiques des sports d'hiver, je précise bien, Oui. je suis italienne, donc je me suis rendue en Italie pour voir quand la ville de Turin a fait ces sports d'hiver. Je n'ai trouvé aucune structure parce que l'Italie a trouvé la manière de faire des structures préfabriquées, juste installées juste pendant la période des Jeux, et tous les sportifs, tous les soirs, ils rentraient avec des cars dans différentes villes du Piémont. Donc, je veux dire que l'engagement financier n'a pas été énorme. Par contre, tout le monde se souviendra qu'il n'y a pas eu d'ambiance à ces Jeux-là, parce que toutes les équipes, le soir, elles rentraient dans différentes villes. Tout ça pour vous dire, par rapport à Albertville, qui s'est endetté et qui a encore des structures qui ne servent plus à rien, c'est vrai, c'est juste pour faire une comparaison, comme quoi on peut faire des jeux, éclater les différentes
différentes disciplines dans différents endroits sans endetter énormément la ville de Paris et la France entière. Pardonnez-moi, mais je ne suis pas sûr que la transposition puisse se faire parce que la nature, c'est vrai, une partie de la ville pourrait éventuellement être utilisée avec des structures temporaires, mais il y a quand même un certain nombre de structures permanentes dont la réutilisation n'est pas forcément évidente. Alors, il y a sûrement moyen de faire convenablement. Londres a tiré très bien parti de ces Jeux Olympiques, mais parce que, et ça, de toutes les façons, si nous avions les Jeux Olympiques, c'est ce qu'il faudrait faire, parce que Londres a très très bien structuré la campagne de communication et je dirais l'accueil des visiteurs. Donc ça a été une impulsion qui n'a pas été simplement one shot, mais qui a été plus large. Et donc si effectivement nous décidions d'être candidats et si nous pouvions avoir les Jeux Olympiques, il faudrait certainement bâtir ça sous une forme très différente de celle qu'on a fait précédemment. Je rappelle aussi, pour les Jeux Olympiques, que pour l'exposition universelle, que le lobbying pour obtenir les voix est un lobbying long et ardu, et coûteux. Mais pas que coûteux. Je crois que pour l'exposition universelle, ce sont 185 pays qui adhèrent à l'organisation des expositions universelles, dont la structure est installée à Paris, et c'est un pays, une voix. Donc vous avez des petits pays qui ont le même poids que des très grands pays. Et jusqu'à présent, la France a montré sa très grande difficulté et donc son incapacité en fait à structurer convenablement une approche. Et je crains que si nous devons quasiment simultanément faire une campagne de lobbying auprès de pays pour les Jeux Olympiques et auprès de pays pour l'exposition universelle, nous n'ayons alors beaucoup de mal. Et pour le coup, ce serait une stratégie attrape-tout dont je ne suis pas sûr qu'elle serait gagnante. Mais oui. Peut-être ai-je tort. Hein. En tout cas, merci de votre témoignage. Oui, je voulais faire une deuxième remarque. On parle de tourisme. Moi, je suis sur le territoire et j'ai investi pour l'achat de 2 appartements à destination touristique. Ça fait 4 ans que je fais cette activité. C'était parce qu'il y avait Disney et donc il y avait le tourisme parisien comme le tourisme de loisirs de Disney. Je peux vous dire que j'ai ramé au moins pendant 2 ans parce que ni la chambre de commerce que je connaissais depuis 20 ans parce que j'ai enseigné pour eux, ni l'office du tourisme nous ont donné un coup de main dans la stratégie de l'installation et dans la stratégie du service. Donc, je sais que le tourisme, c'est quand même l'accueil, comme vous avez dit, et le service. L'accueil, ça veut dire que quand on a des logements vacances, il faut être là à toutes les heures, même celles de la nuit, chose que les hôtels ne font pas. Service, ça veut dire aussi que quand les gens arrivent, il faut qu'ils trouvent l'endroit qui ressemble aux touristes, c'est-à-dire que si c'est une famille de 4, il faut prévoir certaines choses, si c'est une famille de 2, s'il y a des enfants, etc. C'est ce que j'ai essayé de faire depuis 4 ans. Indépendamment de ça, j'ai dû, pour pouvoir travailler, faire intervenir Booking. Alors, avec Booking, on travaille énormément. Par contre, on a le pourcentage de commission est de 17%. Il avait démarré à 10%, si mes informations sont exactes. Moi, j'ai 17. Mais maintenant, au début, c'était 14. Ou 14, c'est ça, parce que c'est en augmentation et pour beaucoup d'hôtels, ils étaient autour de 10%, ils sont maintenant à 20%. Voilà. Alors, moi, je veux bien travailler. Avec Booking, on travaille tous les jours. C'est un rythme infernal, mais on travaille tous les jours. Je remercie parce que j'ai pu travailler un peu. On oublie que quand on est acteur touristique en Seine-et-Marne, il y a une pression fiscale énorme et on n'a jamais été considéré. Quand vous avez des logements, vous avez les taxes d'habitation, vous avez la CFE, vous avez l'impôt sur le revenu, vous avez l'investissement. Bienvenue au pays des entrepreneurs. Comment ? Bienvenue au pays des entrepreneurs. Oui, mais je suis mais attendez, déclarée. Le problème, c'est que quand vous êtes déclaré et vous payez partout,
il ne vous reste rien. Et quand vous avez de la concurrence sur vos mêmes paliers des gens qui font du tourisme sans arrêté préfectoral, sans label d'un office du tourisme, etc. Et ce genre de tourisme est en train de se développer à Paris, partout, et il y a des contrôles actuellement. Il y a des contrôles actuellement qui vérifient, parce que, à mon avis, ce n'est pas du tourisme qu'on propose à Paris, c'est-à-dire que tous les gens maintenant sous-louent parce que c'est plus intéressant de louer de cette façon-là. Non, mais si vous me permettez, oui. J'ai parlé hébergement et j'ai, à tort d'ailleurs, parlé exclusivement hôtel. L'hébergement alternatif que vous mentionnez est un hébergement absolument essentiel et je me suis personnellement battu à plusieurs reprises dans différentes instances pour la reconnaissance de cette nature d'hébergement. La ville de Paris, pour les raisons de clandestinité dont vous parlez, marque beaucoup d'hostilité là-dessus. À mon avis, c'est une erreur, mais nous n'échapperons pas de toutes les façons. Je ne sais pas en Seine-et-Marne, là c'est un marché que je connais moins bien, la même chose, mais sur Paris intramuros, nous n'échapperons pas à un développement durable de l'utilisation, soit en continu sous forme de meublés saisonniers, quelque chose comme ça, soit par période d'un mois, 2 mois ou 3 mois. Nous n'échapperons pas au développement de cet hébergement alternatif. La fiscalité est effectivement extrêmement lourde et conduit... C'est l'impôt tue l'impôt, vous le savez comme moi. Donc le fait d'avoir le niveau actuel de charge sous toutes ses formes conduit effectivement à amener beaucoup de gens à faire du clandestin, ce qui n'est pas une bonne chose, y compris d'ailleurs sur le problème de la taxe de séjour. Et de manière paradoxale, je trouve que l'établissement d'une taxe de séjour collectée par Airbnb est plutôt une bonne chose à partir du moment où effectivement il y a en même temps un contrôle des actes clandestins. Mais vous avez raison sur ce point. Je ne peux pas vous répondre en vous disant je vais faire supprimer demain matin les taxes. Oui. Mais en tout cas, c'est un de nos vrais sujets, effectivement. La fiscalité est très pénalisante. Tout à fait, mais vous avez raison. Voilà, donc, mais je ne peux faire que le même constat. Voilà, merci. Bonsoir. Alors moi j'avais une question concernant une de vos propositions par rapport à la stratégie nationale du tourisme. J'aimerais bien revenir sur la formation. Quelles mesures envisagez-vous concrètement et quelles préconisations voyez-vous justement pour améliorer ce qui est déjà existant et ce qui est déjà fait de nos jours? Premièrement, sur l'existant, il faut faire un audit parce que c'est très flou actuellement. Mon sentiment, c'est qu'on n'a pas une vision claire de ce qui se fait et du niveau d'enseignement qui est donné ici et là. Donc le premier point pour moi, c'est ça. Deuxième point, c'est un renforcement des conditions d'apprentissage parce que ce sont des métiers dans lesquels l'alternance est extrêmement favorable. Or, aujourd'hui, les conditions d'alternance ne sont pas toujours réunies et au motif de protéger soit les mineurs pour ceux qui sont en apprentissage à moins de 18 ans, soit les jeunes adultes, les jeunes majeurs au-delà de ça, on met des règles qui sont tellement lourdes que quand ils le veulent, les entrepreneurs ont de plus en plus, enfin, les entreprises ont de plus en plus de mal à prendre des gens et un certain nombre d'entre eux se refusent. Ceci n'étant pas vrai que dans le tourisme. Je vais vous donner 2 ou 3 exemples. J'ai été amené à intervenir personnellement pour compte d'amis dont la petite fille était prise en apprentissage dans une école spécialisée justement sur les métiers de l'accueil, qui est une école, un des CFA de la Chambre. Les parents et grands-parents avaient cherché à l'aider à trouver dans l'hôtellerie. Elle n'avait pas trouvé, en particulier parce que les règles de protection des mineurs interdisent que dans les hôtels, des mineurs puissent rentrer dans des chambres. Compliqué quand même. Bon, de même en cuisine, vous n'avez pas le droit de toucher à des couteaux, enfin, etc. Au niveau des stages, les contraintes de stage sont devenues telles, et en particulier
Le nombre de stagiaires est maintenant extrêmement limité. Je recevais hier à déjeuner, ce que je fais très régulièrement parce que je préside également la Chambre de commerce des Hauts-de-Seine, et je recevais une quinzaine d'entrepreneurs ou de chefs d'entreprise de mon département. Et c'est un des points sur lesquels on est venu, qui était à la fois les capacités de recrutement et les capacités de formation. Et tous se plaignaient que les règles qui ont été mises en place sont beaucoup trop contraignantes. Donc on est en train de travailler à la Chambre. C'est un des aspects, loin d'être le seul. On est en train de travailler à la Chambre pour essayer de déposer des amendements auprès du Parlement et faire évoluer les règles pour qu'elles deviennent plus intelligentes et plus souples. Il y a des abus, c'est vrai. Il y a de temps à autre des abus. Mais au motif qu'il y a des abus, on crée des règlements qui sont tellement lourds, tellement pénalisants, que au lieu d'avoir quelques personnes qui sont victimes d'abus, vous avez des dizaines de milliers de personnes qui ne trouvent pas, alors qu'on a absolument besoin de développer la professionnalisation et l'emploi. Donc, ma réponse, qui n'est que partielle à votre question, c'est premièrement avoir un audit très lucide de tout ce qui se fait en formation dans les métiers du tourisme, mieux les identifier d'ailleurs, parce que c'est pas toujours bien identifié. Ensuite, fixer des critères d'excellence et qui s'appliquent à tous, de façon à ce que cette formation soit reconnue et mieux reconnue. Ça m'agace d'entendre que il n'y a de formation hôtelière que en Suisse, alors que c'est pas vrai, et qu'en tout cas ça ne devrait pas être vrai. Quand on est le premier pays mondial en matière de tourisme, on doit avoir une formation qui soit une formation d'excellence. À quelque niveau qu'elle se pose, ça doit être une formation d'excellence. Donc c'est vraiment identification de ce qui se fait, mesure de la qualité, et ensuite plan de développement de la qualité, et sur l'alternance, faire modifier les règles d'alternance de façon à ce que l'accès à l'alternance soit beaucoup plus facile. On ne peut pas s'offrir aujourd'hui que d'être dans un monde dans lequel n'obtiennent des stages ou des postes que les gens qui ont du piston. Ça, pour moi, c'est essentiel. Et j'y ai contribué en aidant la jeune fille dont je vous parle, mais nous avons le devoir, et vraiment au niveau de la Chambre, on fera tout ce qui est en notre pouvoir pour le faire, pour faire évoluer ça. Merci. Je ne réponds pas de manière concrète, je suis désolé, Non, mais voilà en tout cas l'orientation. Merci beaucoup. J'avais une... Ah oui, bon. Je vais quand même essayer de poser la mienne. Donc moi j'avais une question, mais qui touche un segment dont vous n'avez absolument pas parlé, mais qui est quand même un segment important, qui est le tourisme de croisière. En France, on a la première façade maritime en Europe. Alors je sais bien que toute la façade atlantique n'est pas très exploitable pour les croisières, mais on a au moins toute la Manche et une partie de la mer du Nord qui pourrait être exploitée au moins comme point de départ ou d'arrivée. Et une ville comme Barcelone, c'est 2 600 000 transitaires. Je ne parle pas simplement des gens qui partent et qui arrivent. C'est 2 600 000 personnes qui, cette année, ont fait escale à Barcelone. Et sur certains week-ends, c'est 47 000 personnes sur le week-end, sur le plus gros week-end à Barcelone. Donc, ça fait quand même pas mal de chambres d'hôtel, un bateau, hein, donc, quand ça arrive. Donc, et ça, évidemment, ça influence évidemment les visites, et même les Barcelonais s'en plaignent, puisque quand vous avez 50 000 personnes qui débarquent pour visiter en même temps le même week-end, etc., ça fait du flux. Et en même temps, on a vu que les boutiques à Barcelone ont réussi à ouvrir le dimanche grâce finalement aux croisiéristes. Et donc, je me disais, que faire pour le tourisme de croisière en France, qui est notre parent pauvre, aussi bien en termes d'armateurs que d'échecs. Si on prend les deux plus gros ports que sont Le Havre ou Marseille, c'est quand même 2 gros échecs. Alors, il y a sans doute des raisons locales liées aux compagnies maritimes, etc. Mais j'ai pas l'impression que la France fasse un très très gros effort de ce point de vue-là, et j'aimerais avoir votre avis dessus. Alors, mon avis va être prudent parce que c'est une question que je connais assez mal. Au risque de vous choquer, je ne suis pas complètement sûr que les croisiéristes apportent beaucoup de valeur. Ils en apportent sûrement un peu, mais apportent beaucoup de valeur au territoire qu'ils traversent. Pour des questions de temps. Il se trouve que, pour des raisons personnelles, je connais peu l'aspect français, mais je le connais un peu mieux dans une des destinations privilégiées en Méditerranée, qui est Malte. Et vous avez des paquets de croisiéristes qui s'arrêtent à Malte. Ils débarquent à 10h du matin, ils sont réembarqués à 5h de l'après-midi. Bon, ils font travailler 3 boutiques, et encore pas toujours, et je ne suis pas sûr de l'impact. Alors, sur Marseille et Le Havre,
je n'ai pas le sentiment que Le Havre ait beaucoup développé son activité. Marseille me paraît avoir fait évoluer assez sensiblement son activité en la matière et est devenue maintenant une base relativement importante. Ceci d'ailleurs sous l'impulsion du précédent président du conseil de surveillance de Marseille, en l'occurrence Patrick Daher, qui a beaucoup orienté vers ça. Et je crois que le flux de croisiéristes a beaucoup augmenté, surtout au départ. Parce que, si j'ai bien compris ce métier, ça apporte beaucoup plus au territoire si vous êtes tête de ligne. Parce que effectivement, les gens arrivent la veille au soir, hébergent, etc. Donc vous avez des retombées beaucoup plus importantes. Donc la bataille, c'est la tête de ligne. Et je n'ai pas le sentiment que Barcelone soit tête de ligne. Si? Bon, alors ils sont tête de ligne, je ne savais pas. Mais ceci dit, alors, vous me reprochez de ne pas avoir fait allusion à ça. Moi, je vais vous faire un autre reproche, qui est le tourisme fluvial, qui est un élément important, qu'on a commencé à développer, me semble-t-il, essentiellement sur la Seine. Mais effectivement, quand vous regardez dans la zone rhénane, il est probablement beaucoup plus développé. Mais au-delà de ça, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas d'exclusion à faire. Tous les points sont à développer. Simplement, je suis moins certain, mais faute de connaissances, que ce soit un vecteur complètement prioritaire dans l'axe dans lequel on l'a pris tout à l'heure. Excusez-moi, et encore une fois, avec toutes les précautions que j'ai prises. Oui, moi j'ai une question. Donc, je suis professeur associé responsable du Master Tourisme d'affaires, congrès et événements ici. Et j'ai une question sur la formation et sur le niveau Master. Je voudrais savoir ce que vous entendez et quelle est, selon vous, la plus-value d'un master dans l'organisation événementielle, sachant qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup de gens qui considèrent qu'on n'a pas besoin d'un master pour organiser un événement. Quelle est la position et votre valeur à vous? Joker. Non, Joker, je vais quand même essayer de vous répondre, mais Joker parce que je ne sais pas exactement à quoi correspond le contenu d'un master, et je serais très heureux que vous me fassiez passer vos programmes et le contenu, et pour réagir plus fortement là-dessus, quitte d'ailleurs à ce que nous ayons une rencontre autour de ce thème un peu plus tard. J'accepte volontiers l'invitation. Donc je pense que ce sera plus important. Alors, au niveau de la salle, pour ne pas les rester sur leur faim, qu'est-ce qu'on attend d'un enseignement supérieur diplômant en matière de tourisme et d'événementiel? C'est clairement une professionnalisation, et une vraie professionnalisation, une ouverture d'esprit et une compréhension à la fois de l'environnement, des métiers eux-mêmes, de l'environnement dans lequel ils se situent et de leurs évolutions. Je vais vous donner un exemple. Je vous parlais tout à l'heure de Comexposium, donc filiale conjointe, filiale d'organisation de salons, et pas de congrès d'ailleurs, ni d'événements, filiale conjointe de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris-Île-de-France et d'Unibail Rodamco 50-50. 4e organisateur mondial, très franco-français, qui a commencé avec bonheur à internationaliser quelques-uns des salons, mais on est très loin de ce qu'ont fait les salons allemands, dans une moindre mesure les salons italiens. Bon. Aujourd'hui, on est à une croisée complètement stratégique. Premièrement, c'est une profession qui est en train de s'agréger dans le monde. Nous sommes 4e avec un chiffre d'affaires qui n'est pas gigantesque. Quand on a vu dans les classements que nous étions 4e, nous étions stupéfaits. Bon. Mais il y a une agrégation qui est en train de se faire à toute allure. Si nous n'acquérons pas, dans les 3 ou 4 ans qui viennent, un certain nombre d'organisateurs ou de manifestations partout dans le monde, en ce développement, même normalement, nous serons 8 ou 10e dans 5 ans. Deuxièmement, le métier est en train de changer terriblement, et l'introduction du numérique modifie la donne de manière radicale. Radicale. Moyennant quoi, on est en train de prendre une orientation stratégique absolument majeure, qui est de dégager sur les 3 ou 4 ans qui viennent la capacité d'investir entre 200 et 300 millions d'euros pour des acquisitions et la capacité d'investir 100 millions d'euros sur les développements numériques. Qu'est-ce que j'attends d'un étudiant ou d'une étudiante en master qui sort? D'être capable de comprendre cette stratégie, d'être capable aussi de comprendre parfaitement comment se passent les choses. Qu'est-ce que c'est que le marketing d'un salon grand public, d'un salon professionnel? Comment est-ce que ils vont pouvoir intégrer
mieux que je ne suis capable de le faire, ou même que la génération d'après qui est dans l'entreprise, toutes les conséquences du numérique dans tous ses côtés. C'est Internet et l'installation d'un salon permanent, le salon virtuel permanent, avec le temps fort qui sera le temps de la rencontre. Mais comment faire une animation permanente? Comment utiliser les réseaux sociaux et leur évolution qui est extrêmement rapide? Donc comment intégrer ces éléments-là? Comment s'adapter au métier tel qu'il a été, tel qu'il est et tel qu'à l'évidence il sera demain? Alors c'est une réponse un peu générique, hein, mais c'est ça que j'attends des gens qui vont avoir une formation supérieure. Donc ça veut dire une compréhension de l'économie, une compréhension des moyens de communication, une capacité de gestion, de ressources humaines, donc être capable, au bout du compte, d'acquérir, après un certain nombre d'années d'expérience, la capacité de mener des business units dans ces domaines-là. Est-ce que je réponds partiellement à votre question? Peut-être juste une question très, très rapide. Vous avez évoqué parmi vos propositions la création, le développement d'un nouvel opérateur digital. Pouvez-vous nous en dire plus? Et est-ce que cela fait partie des propositions qui commencent à avoir un début d'exécution? Pas vraiment. Pas vraiment. On a ensemencé et maintenant il faut qu'on trouve les entreprises et les acteurs qui sont tout à fait prêts à faire ça, mais il faut en même temps, je dirais, garder deux fers au feu, c'est-à-dire il faut être capable de développer également une relation beaucoup plus forte dans le rapport de force avec les acteurs qui sont imposés aujourd'hui. Donc si on peut développer un acteur qui ait un vrai sens, c'est très bien. Si c'est trop tard, alors comment peut-on avoir un dialogue qui sera forcément un dialogue très musclé pour éviter que l'essentiel de la chaîne de valeur ne soit accaparé par ces acteurs? C'est pas vraiment une réponse, mais voilà la vision qu'on a aujourd'hui en tout cas. Bien, mais l'heure tourne, donc nous allons devoir clore cette conférence. Donc je remercie beaucoup, Monsieur Durance, qui nous a bien éclairci. Merci.